Abonnez-vous à notre chaîne ViewsActu. Ouais, mais vous êtes trop nombreux côte à côte là, il n'y a pas la distanciation sociale, monsieur. S'il vous plaît, messieurs, vous quittez l'endroit. Il n'y avait pas de distanciation sociale, vous quittez l'endroit. Au début, c'était la peur, parce qu'on a tout fait pour nous faire peur, et parce qu'on ne connaissait pas. J'ai voulu réfléchir à la question, mais c'était compliqué, parce qu'un jour on nous disait oui, un jour on nous disait non. On nous a pris pour des enfants, mais on n'est pas des enfants. Chaque personne réfléchit à sa façon, chacun sa façon de voir les choses. C'est l'ensemble de l'hiver 2020, c'est le printemps 2021. Ça va durer ? Ça va durer, ça va durer. Bonsoir à tous. Je suis à l'Assemblée nationale. La séance dans l'hémicycle. La séance vient de se terminer. C'était une séance surréaliste sur la stratégie vaccinale. Alors on a entendu un Premier ministre, un ministre de la Santé et la plupart des députés, tous d'accord, nous expliquer que ce nouveau vaccin, on ne savait pas s'il évitait la transmission. En un mot, on ne sait pas, et tout le monde l'a avoué, si ce vaccin va éviter de transmettre la Covid. On ne le sait pas. Le Premier ministre et le ministre de la Santé ont indiqué qu'il y aura un suivi renforcé pour voir s'il y a des effets secondaires. Et ils ont indiqué qu'il y aura une consultation médicale avant et après la vaccination. Donc si j'ai bien compris, on ne sait pas si ce vaccin sera utile, on ne sait pas si ce vaccin sera sûr, mais le gouvernement, avec le soutien de la plupart des groupes de l'Assemblée nationale, a décidé de vacciner dans un premier temps, avant l'été, 14 millions de Français, les plus âgés. Le Premier ministre a d'ailleurs indiqué, je reprends mon papier, j'ai noté, que l'Union européenne avait commandé 1,3 milliard de doses à 9 € la dose, c'est-à-dire plus de 10 milliards d'euros. Ce qui est surréaliste dans l'affaire, c'est que il y a plusieurs types de vaccins, dont 4 de nouvelles formules. Le vaccin ARN et adénovirus n'ont jamais été testés sur l'homme. On ne sait rien. Il y a eu des communiqués de presse et une vague étude scientifique. Et à partir de là, nous avons une autorité politique, nous avons un Parlement qui décide de vacciner 14 millions de Français. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Alors qu'est-ce que je ferais moi ? Je dirais d'abord, il faut de la précaution. Je ne suis pas anti-vaccin par principe. Je dis juste qu'il faut plus de recul. Qu'on ne peut pas vacciner si on n'a pas le recul nécessaire. Et je remarque d'ailleurs que les vaccins anciennes formules ne sont pas prêts. Ça veut bien dire qu'il faut être sérieux. Être sérieux, c'est arrêter d'enfermer les Français dans ce piège, soit le confinement, soit les vaccins. Et en vérité, on nous enferme là-dedans. Et en revanche, on peut éviter le confinement, on peut éviter les vaccins si on prend les mesures que je recommande depuis un certain temps. J'arrive. Et l'hémicycle ferme, donc je vais descendre. Si on prend les mesures que je propose. En un mot, et nous en reparlerons, ne cédons pas à cette folie. Le discours de Macron repose dès le départ sur deux choses. Une absence totale d'un véritable bilan honnête de son action, d'une part. Deuxièmement, un mensonge éhonté. Reprenons ces deux points. L'absence de vrai bilan. Moi, j'aurais aimé entendre de la bouche de M. Macron parce qu'il est advenu des promesses d'ouverture de lits qu'il avait mentionnées notamment dans sa précédente intervention. Et nous avons ainsi poussé nos capacités, qui sont passées de 5000 lits avant la première vague à 6000 aujourd'hui, et nous allons les porter au-delà de 10 000 lits. J'aurais aimé que M. Macron également nous fasse un bilan sur le traitement de la Covid-19. Il aurait pu s'exprimer sur l'hydroxychloroquine. Il est pour, il est contre. Il a dit que c'était le professeur Raoult qui avait eu raison avant tout le monde.
Et puis, au même moment, on a l'ordre des médecins qui entame un procès pour charlatanisme au professeur Raoult. Moi, j'aurais aimé que le chef de l'État, qui a fait le déplacement de Marseille pour aller rencontrer le professeur Raoult, nous dise ce qu'il en pense. D'ailleurs, si j'ai bien compris, le protocole qu'il est en train de lancer, qui consiste à faire un dépistage massif, c'est en fait ce que le professeur Raoult réclamait depuis le mois de mars. J'aurais aimé qu'il nous dise ce que l'on doit penser, oui ou non, de l'hydroxychloroquine. Parce que de plus en plus d'études, quand même, ont tendance à montrer, maintenant il y a des centaines d'études à travers le monde, que ça n'est pas un médicament miracle, mais que sous certaines formes bénignes et dans certains cas, prises avec certaines posologies, avec de l'azithromycine, eh bien, ça peut donner des bons résultats. C'est-à-dire, c'est pas une éradication de la maladie, mais il peut y avoir la moitié, paraît-il, de morts en moins dans un EHPAD. Il aurait pu le dire. Il aurait pu dire aussi ce qu'il pensait du remdesivir, de ce fameux médicament de Gilead qui coûte une fortune, un prix dément, qui se chiffre en milliers d'euros, alors que l'hydroxychloroquine est tombée dans le domaine public. C'est un médicament qu'on connaît depuis 70 ans. Le remdesivir, qui a été conçu par le laboratoire américain Gilead, pour régler le virus de l'Ebola. Alors, il s'agit absolument pas du virus de l'Ebola. Et ce remdesivir qui, par ailleurs, détruit les reins, qui a des effets nocifs considérables. Il aurait pu nous dire ce qu'il pensait de l'Union européenne à cette occasion. L'Union européenne qui a décidé d'acheter pour 900 millions d'euros de doses de remdesivir, près d'1 milliard d'euros. Et puis 3 jours après, on apprenait que l'Organisation mondiale de la santé a lancé un avertissement pour dire qu'il faut surtout pas utiliser le remdesivir pour la Covid-19, ce qui fait que la France, par l'intermédiaire de l'Union européenne, a dépensé de l'ordre de peut-être 150, 180, 200 millions d'euros. C'est notre quote-part dans les dépenses européennes. Moi, j'aurais aimé qu'ils nous disent le prix et j'aurais aimé qu'ils présentent ses excuses aux Français d'avoir ainsi dilapidé l'argent public. C'est quand même pas rien, 180 millions d'euros. On voit arriver dans les hôpitaux, dans les grandes villes de France, des doses entières de remdesivir qui valent une fortune pièce et qui ne servent à rien. Il aurait pu au moins demander pardon. Il aurait pu en tirer des conclusions sur les dysfonctionnements majeurs de l'Union européenne, qui d'ailleurs risque de faire la même chose maintenant avec les vaccins, puisque l'on apprend quasiment tous les jours que l'Union européenne achète des vaccins que l'on n'a pas vus, qui ont été, paraît-il, administrés à 400 personnes, sur lesquels on n'a aucun recul et sur lesquels les rumeurs les plus insistantes et les plus inquiétantes circulent. Les experts savent qu'on ne peut pas mettre au point un vaccin en l'espace de quelques mois et qu'il faut avoir du recul, le recul du temps qui est de plusieurs années. Ça n'a pas empêché M. Macron de nous expliquer qu'il avait, grâce à l'Union européenne, acheté des vaccins. C'est à mon avis encore un scandale en perspective. On a d'ailleurs l'Union européenne a acheté des vaccins chez Johnson & Johnson. L'essai clinique est d'ailleurs arrêté parce qu'il y a eu une des personnes qui le subissait qui a eu une maladie inconnue et grave. Eh bien, M. Macron nous a expliqué tout ça. La seule chose qu'il ait dite de bien, ça je le reconnais, c'est qu'il a dit que les vaccins ne seraient pas obligatoires. Bon. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il sait que, compte tenu de l'état d'esprit de l'opinion, s'il avait annoncé le caractère obligatoire des vaccins, je pense que la marmite sociale explosait. Et il y a plus de la moitié des Français qui sont contre, et les gens seraient descendus dans la rue, à commencer par moi, contre ce vaccin obligatoire. Donc il a dit qu'il ne l'imposerait pas, mais comme je sais, et nous savons tous, par expérience, que M. Macron est un menteur invétéré, il va falloir garder de façon très vigilante l'œil là-dessus. M. Macron aurait pu aussi nous expliquer pourquoi les critères qui avaient été appliqués par le gouvernement se sont révélés non rationnels. Un article est sorti dans Le Figaro d'aujourd'hui d'ailleurs, ce 24 novembre, pour expliquer que le risque de contamination dans les petits commerces, par exemple, apparaît comme beaucoup moindre que dans les grandes surfaces. Et pourtant, c'est bien les petits commerces qui ont été fermés et qu'on a laissé grandes ouvertes les grandes surfaces. Mais dans les grandes surfaces, il y a quand même beaucoup plus de monde statistiquement, alors que dans les petits commerces, on peut limiter ça à 2 personnes. D'ailleurs, un certain nombre de petits commerces se sont ouverts, comme par exemple les boulangeries-pâtisseries ou bien les bureaux de tabac. Donc les gens ne comprennent pas, ils ont raison de ne pas comprendre ces mesures qui sont délirantes. Qu'est-ce que c'est que ce virus qu'il semble que l'on ne peut pas attraper dans une boulangerie ni dans un bureau de tabac, mais que l'on attraperait dans une librairie? Enfin, c'est vraiment se moquer du monde. Ce sont des décisions qui n'ont aucune cohérence et dont on a l'impression que le fil conducteur,
c'est simplement une volonté d'imposer des décisions par une espèce d'autoritarisme, ou volonté de faire se soumettre une population à des décisions délirantes. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, lorsque j'avais fait un petit tour dans un supermarché de la région Bourgogne. J'aurais aimé aussi que M. Macron parle de son vrai bilan après 11 mois de crise. Il a détruit une bonne partie de la France. Il a évoqué effectivement des chiffres. Il a évoqué d'ailleurs le bilan de 50 000 morts, un peu comme... Enfin, j'exagère à peine, mais presque comme si c'était une espèce de record. En tout cas, il n'a pas montré, une affliction particulière. Aujourd'hui, nous avons atteint 50 000 décès dus à l'épidémie. 50 000 morts. Mais il y a dans la grande majorité des États du monde, un président de la République ou un Premier ministre aurait sauté pour un tel bilan. Et lui, il en parle comme si c'était une espèce de chose inéluctable et qu'on n'avait pas de compte à lui demander. Il s'est bien gardé de nous parler de la destruction de notre économie. Il s'est bien gardé de nous dire que la dette publique va atteindre maintenant 120% du produit intérieur brut. Abonnez-vous à notre chaîne Views Actu.